Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui essaye de faire sens de l'actualité américaine. Et en ce moment, il y a un peu de boulot. Et c'est toujours grâce à Laurence Nardon que nous y voyons plus clair. Laurence Nardon, vous êtes responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, mardi 4 mars à 21h heure de Washington, le président Trump a prononcé son discours annuel devant le Congrès. C'était, si on compte bien, le 5e et il a duré 1h40. On connaît le personnage et il n'a pas dérogé à ses habitudes, exprimant encore une fois une autosatisfaction absolue et se montrant très combatif, voire agressif sur l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, je voudrais que l'on mette les projecteurs sur ce qui compte le plus pour nous, Européens, dans l'attitude de Trump. Et je veux parler, bien entendu, du spectaculaire renversement d'alliance intervenu entre les États-Unis, l'Europe et la Russie, et de l'arrêt du soutien américain à l'Ukraine. Laurence, quelles sont les conséquences de ce bouleversement pour l'Europe et pour le monde ? Oui, Romain, l'actualité de la semaine, bien au-delà de ce discours de mardi soir, c'est l'annonce de la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. C'était lundi 3 mars. Ça concerne les armes et les munitions qui sont soit en cours de livraison, soit en commande. En réalité, on ne peut pas complètement être surpris parce que Trump a annoncé un désengagement américain de l'Ukraine depuis le début de sa campagne. Et même les défenseurs de l'Ukraine, que ce soit les démocrates Biden puis Harris aux États-Unis ou les Européens libéraux comme nous, eh bien, tous ont compris que la situation militaire de l'Ukraine est au mieux bloquée aujourd'hui et qu'il va falloir négocier une sortie du conflit. Oui, mais là, Trump va beaucoup plus loin qu'une simple ouverture des négociations avec la Russie. Oui, il va beaucoup plus loin parce qu'il reprend les éléments de la propagande russe. On l'a vu ces dernières semaines. Il a traité Zelensky de dictateur. Il a expliqué que c'était l'Ukraine qui avait attaqué la Russie. Donc, vraiment des propos complètement délirants. Et puis surtout, concrètement, Trump, dans ses échanges avec Poutine, a accordé d'emblée des concessions à la Russie. On peut les lister. Il a dit d'abord que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, qu'elle devait faire des cessions territoriales. Il a refusé également de s'engager sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. En tout cas, ce ne seront pas les États-Unis qui s'en occuperont. On a été jusqu'à ce deal sur les minerais rares en Ukraine qui ressemble vraiment à de l'extorsion. On appelle ça en anglais du protection racket. Sauf que, en l'occurrence, il semble qu'il n'y a même pas de protection américaine dans le deal. Et maintenant, donc, l'aide est suspendue et, paraît-il, l'administration Trump exigerait des excuses publiques de Zelensky envers Trump et J.D. Vance pour la scène de vendredi. C'est totalement lunaire. Ceci dit, dans son discours devant le Congrès du 4 mars, Trump a tenu des propos un tout petit peu moins agressifs parce qu'il a cité une lettre que Zelensky lui a fait parvenir dans laquelle le président ukrainien semble vouloir, alors peut-être pas s'excuser publiquement, mais s'engager à signer le deal sur les minerais, vouloir revenir à la table des négociations, etc. Alors, à l'heure où on parle, l'existence de cette lettre est très hypothétique et il est plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un tweet de Zelensky que Trump cite. Donc on verra ce qu'il en est. Mais l'une des conséquences de ce lâchage complet de l'Ukraine et de l'Europe, c'est que cette dernière doit se débrouiller toute seule. Et la grosse question à $80 000, c'est est-ce qu'elle en est capable ? Là aussi, de toute manière, on ne peut pas dire que Trump nous a pris en traître non plus, puisque sur le lâchage de l'Europe, en réalité, il annonce la couleur depuis des mois. Ce qui est incroyable, c'est plutôt le point auquel nous, Européens, sommes restés dans le déni, alors c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas dans une attitude inefficace. Nous avons essayé une fois de plus de fléchir Donald Trump. Souvenez-vous de son accueil lors de la réouverture de Notre-Dame, c'était au mois de décembre. La semaine dernière, Macron, Starmer et donc Zelensky se sont rendus à Washington pour essayer de faire avancer la situation. Toutes les démarches auprès de Trump ne donnent rien. Et en fait, on l'avait déjà vu pendant le premier mandat, lorsque, rappelez-vous, Macron avait déjà tenté de séduire Trump pour qu'il ne se retire pas des accords de Paris, pour qu'il ne se retire pas du deal nucléaire avec l'Iran. Et à l'époque, déjà, ça n'avait pas marché. Bon, on verra bien ce que Macron et Starmer font, puisqu'il est question qu'ils reviennent à Washington pour essayer de réconcilier les parties prenantes. On verra bien, encore une fois, ce qu'il en advient. Mais je repose la question, l'Europe est-elle capable de gérer la sortie de guerre en Ukraine en des termes décents et de se protéger aussi elle-même sans les États-Unis ? Eh bien, là, je voudrais vraiment dire quelque chose que je trouve très important, c'est que l'Europe est beaucoup plus forte qu'on ne croit. Alors, évidemment, si on compare les armements européens
à ceux des États-Unis, on est très loin derrière. Mais il faut peut-être plutôt nous comparer nos forces à celles de la Russie. La Russie qui, depuis 3 ans, n'a pas réussi à envahir l'Ukraine totalement. On pensait qu'elle allait le faire en 3 jours, rappelez-vous. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres que vous avez d'ailleurs rappelés dans TTSO lundi. Rendons à César ce qui est à César, c'était des chiffres rappelés par Denis Ferrand de Rex et Code et qui a été publié dans Les Échos, un article extrêmement utile sur les ordres de grandeur de l'Europe face aux États-Unis, face à la Chine et face à la Russie. Si on compare juste Europe et Russie, on voit d'abord que nous sommes 450 millions dans l'Union européenne contre 120 millions en Russie, que notre PIB combiné est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Le PIB de la Russie, pour donner une idée à nos auditeurs, c'est inférieur au PIB de l'Italie. Donc avec tout le respect que j'ai pour l'Italie et pour la Russie d'ailleurs, mais ça fixe quand même un petit peu les idées. Et enfin, si on regarde les armements, on voit que les Européens sont au niveau ou au-dessus des niveaux d'armement russes dans quasiment toutes les catégories. Un dernier chiffre, c'est celui de l'aide à l'Ukraine depuis 2022, selon le Kiel Institute, qui est un institut de recherche allemand. Eh bien, là encore, on voit que les Européens, Union européenne plus Grande-Bretagne, ont donné plus que les États-Unis. Ces chiffres concernent les armements, l'aide humanitaire, etc. Ouais, mais comme toujours avec l'Europe, le problème c'est les divisions des 27, et les divisions des 27 et du UK quand même. Bien sûr, c'est tout à fait exact, mais là aussi, il faut travailler, il faut être proactif, parce qu'en réalité, notre pessimisme en Europe sur nos capacités et notre volonté d'agir ensemble, il est totalement autoréalisateur. Je crois qu'on a un problème presque psychologique pour concevoir que nous pouvons réussir à nous prendre en main. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est ce qui semble commencer à se produire. Il y a eu déjà 2 sommets organisés par Macron à Paris et un organisé par Keir Starmer à Londres. Oui, et puis il faut aussi s'arrêter sur les premières déclarations du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui annonce un réarmement de l'Allemagne absolument massif, et le plan annoncé par Ursula von der Leyen, donc ça c'est au niveau de l'Union européenne. Elle propose un plan d'urgence de 150 milliards d'euros de prêts aux gouvernements européens pour qu'ils investissent dans leur défense. Alors oui, il y a un prêt de 150 milliards, mais l'enveloppe monte à 800 milliards de dépenses supplémentaires pour l'Europe des 27, en faisant en particulier sortir les augmentations de budget militaire des critères du pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'on ferait un petit peu comme ce qu'on avait fait pour le Covid, on fait sauter les critères de Maastricht pour l'augmentation des dépenses militaires. Ce qui est clair avec tout ça, c'est que l'Europe est entrée dans une ère de réarmement absolument décisif. C'est bien pour notre situation géopolitique, mais quelle angoisse quand même. Justement, quel monde est-ce que ça dessine ? C'est quoi le nouvel ordre international, Laurence ? Eh bien, Romain, on a à peu près le même âge. Vous êtes infiniment plus jeune que moi, Laurence. Bon, en tout cas, on a été habitués tous les deux à vivre dans un monde bipolaire. C'était ce qu'on appelait pendant la guerre froide le duopole américano-soviétique qui a duré jusqu'en 91. Après quoi, on a eu une décennie d'un ordre mondial unipolaire sous la férule des États-Unis. Mais ce monde organisé comme ça autour de une ou deux puissances, ça n'a pas toujours été la règle dans l'histoire. L'autre modèle, c'est celui donc des sphères d'influence, c'est-à-dire un monde multipolaire. C'était très fréquent auparavant autour du concept d'équilibre des puissances. Si on remonte dans l'histoire, vous allez adorer, on peut parler du traité de Westphalie qui a été conclu en 1648 entre pays européens, qui a mis fin à un quasi-siècle de guerre de religion et qui a créé un premier équilibre des puissances en Europe. L'autre grand exemple, c'est évidemment le Congrès de Vienne en 1814, qui organise à nouveau un équilibre, alors à l'époque, entre la Russie, la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche, qui n'est pas encore l'Autriche-Hongrie. L'idée à l'époque, c'est d'encercler la France post-révolutionnaire pour qu'elle ne recommence pas à conquérir l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire un équilibre des puissances ? Ça veut dire qu'on organise le monde, alors dans les 2 cas que je vous ai cités, c'était vraiment plutôt l'Europe, autour d'un certain nombre de pays qui doivent être égaux en termes de puissance et stables. Aucun de ces pays ne doit chercher à devenir une superpuissance qui écraserait les autres. Tous les pays dans la région concernée doivent comprendre qu'ils ont des intérêts communs qui l'emportent sur leurs calculs individuels. Et c'est comme ça qu'on va avoir une stabilité dans la grande région Europe ou dans la grande région mondiale d'aujourd'hui. Mais les sphères d'influence n'a pas du tout l'air d'être l'hypothèse Trump. Trump, au contraire, c'est l'hyperpuissance américaine à l'exclusion de tout autre, non ?
Mais oui, c'est parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Revenons à l'aube des années 2000. À ce moment-là, on voit que la puissance américaine, c'est George Bush fils qui est au pouvoir, est défiée à la fois par la Chine qui est rentrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, par la Russie. 2000, c'est le moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir, et puis bien entendu par le terrorisme avec les attentats du 11 septembre 2001. Puisque les États-Unis étaient défiés, beaucoup d'experts ont commencé à parler d'un découpage du monde en sphères d'influence. Donc il y aurait eu une sphère d'influence russe, une sphère d'influence chinoise et une sphère d'influence américaine, les États-Unis gouvernant cette grande région qui aurait compris toutes les Amériques, l'Europe occidentale, centrale, Europe de l'Est, et puis évidemment le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, etc. Mais déjà comme ça, c'était compliqué parce que si le leadership américain était accepté dans toute la sphère d'influence occidentale, on voit bien que les pays voisins de la Chine n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de passer sous la férule de Pékin. Taïwan, les Philippines, l'Indonésie, etc. De même, les pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale ne voulaient surtout pas être dans une sphère d'influence russe. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont voulu rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Oui, mais alors cet équilibre est imparfait. Trump l'a fait voler en éclats, non ? Oui, de toute manière, aujourd'hui, tout ça, ça passe à la trappe parce que Trump remet en cause les liens au sein de ce qui serait cette sphère d'influence occidentale. Il a lancé une guerre commerciale extrêmement dure contre le Canada et le Mexique, qui sont ses voisins directs. Il s'en prend aussi à l'Europe. Et puis, surtout, il se rapproche spectaculairement de la Russie. Mais alors, qu'est-ce qui reste de la sphère d'influence américaine ? Cette sphère d'influence, donc on va dire trumpiste, parce qu'on est dans cette période quand même très particulière qui ne durera peut-être pas au-delà de 2028, enfin on en reparlera. Cette sphère d'influence trumpiste, donc, à mon avis, elle ne correspond plus à un découpage géographique, États-Unis, Europe, etc., mais à un découpage avant tout idéologique. Trump veut rassembler tous les réactionnaires, où qu'ils se trouvent, autour des idées lancées en réalité par la Russie de Poutine. Ces réactionnaires se trouvent aussi bien au pouvoir que dans les partis d'opposition. Et puis, face à eux, il y a les courants qui restent des courants libéraux au sens philosophique du terme, que nous représentons, nous, Européens, à Bruxelles, à Londres, à Paris et à Berlin, et aux États-Unis même, puisque je vous rappelle que quasiment la moitié des électeurs américains ont voté démocrate, et ils sont clairement dans ce camp libéral que je décris. Je vois dans votre analyse, Laurence, une fraternité avec l'analyse du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait dit devant les ambassadeurs qu'on avait affaire maintenant à une internationale réactionnaire. Oui, c'était en janvier dernier, il y a quelques semaines. Janvier, au rythme de Trump, ça paraît déjà une autre époque. Merci Laurence pour ce podcast, encore une fois passionnant, et je vous dis à la semaine prochaine, et je suis sûr que nous n'aurons aucune difficulté à trouver des sujets d'actualité sur les États-Unis et le bouleversement du monde dans lequel ils se sont lancés. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.